Salut, c'est Carotte et bienvenue sur ma putain de chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme l'indique le titre, je vais vous parler d'œuvres étranges et saugrenues. Car dans cet océan de remakes, live action et de Colin Hoover, parfois on a besoin de se retourner un peu le cerveau et de se confronter à des choses différentes et atypiques. En tout cas, moi j'aime bien les œuvres insolites. Donc si c'est une perspective qui vous intéresse aussi, je propose aujourd'hui mes recommandations spéciales bizarres. Pour des moments surprenants qui bousculent nos neurones et les font sortir de leur zone de confort. Tout cela est à nuancer, tout dépend bien sûr de ce que vous avez l'habitude de regarder et de lire et de ce que vous considérez vous-même comme étrange. Ça va rester assez soft ici. Il y a beaucoup plus what the fuck que ce que je vais mentionner là. Je vais pas aller dans le traumatisant et le disturbing, même si je pourrais peut-être pour une prochaine vidéo faire des recommandations spéciales trauma et cauchemar, y a pas de problème. C'est vrai que souvent quand on pense film étrange et what the fuck, on pense horreur, mais pas forcément. En fait, ma liste aujourd'hui est même assez feel good pour la plupart. Je commence tout de suite par les films et le premier que je vous recommande c'est Swiss Army Men, sorti en 2016 de Dan Kwan et Daniel Scheinert avec Paul Dano et Daniel Radcliffe. C'est donc l'histoire d'un mec, Hank, qui est en dep parce qu'il s'est échoué sur une île déserte et qu'il se retrouve donc seul et sans espoir. Et alors qu'il s'apprête à mettre fin à ses jours par le biais de la pendaison, les vagues se font échouer sur sa plage un cadavre. Hank fait donc une pause dans sa manœuvre pour aller observer de plus près le cadavre, interprété par Daniel Radcliffe. Et c'est là qu'en tentant de le réanimer, il se rend compte que les gaz de décomposition du défunt pourraient lui permettre de l'utiliser comme véhicule pour prendre la mer et rejoindre une autre île à proximité. Donc en gros, l'idée c'est vraiment d'utiliser le corps comme un genre de scooter de mer pour quitter l'île. Excellent moyen de transport. Et donc c'est ce qu'il fait, il se sert de ce corps pour rejoindre une île à proximité qui est plus vaste et sur laquelle il espère trouver de la civilisation et recevoir de l'aide. Et une fois là-bas, il va commencer sa randonnée à la recherche d'aide, mais il ne va pas se départir du cadavre, car en fait, très vite, il va réaliser qu'il a d'autres fonctionnalités bien pratiques. Il peut en fait s'en servir comme un réel outil multifonction qui va l'aider à survivre main des épreuves. D'où le titre du film, Swiss Army Men. Et tout devient encore plus what the fuck quand le cadavre, surnommé Manny, il a un prénom, se met à parler. C'est donc la grande histoire de ces deux personnes qui deviennent BFF et embarquent dans une aventure épique. C'est le meilleur film, je vous assure. Ça peut avoir l'air glauque comme ça, mais non. C'est feel good et réconfortant. J'aurais jamais pensé apprécier à ce point un film avec autant de paix, de surcroît produit par un cadavre, mais si, c'est du génie et ça ressemble à rien d'autre. Et c'est ça qu'on veut, donc n'hésitez pas, trust me. Ensuite, je vais vous parler de The Lighthouse de Robert Eggers avec Willem Dafoe et Robert Pattinson. Encore un film avec un duo au centre de l'histoire en fait. Donc là par contre, on n'est pas sur du feel good, on est plutôt dans un genre horreur, épouvante, fantastique, thriller. C'est difficile de définir un genre. C'est aussi ce qui fait que le film est super original. L'histoire se passe à la fin du 19e siècle et on y suit un type, Robert, qui vient sur une île pour y être assistant gardien de phare. Dit comme ça, on dirait une offre d'emploi LinkedIn, pour une durée de quelques semaines. Et son N1, son chef, est un mec plus vieux qui lui a l'habitude de l'île et de ce travail. Sauf que ce gardien plus vieux lui donne des tâches ardues et ingrates et lui interdit même l'accès à la loupiote. Alors que bon, gardien de phare, ça implique quand même un accès au dit phare. Du coup, Robert Pattinson est frustré, il veut voir la lumière, il est bougon, pas content. Et donc il faut s'imaginer le contexte, une île minuscule perdue au milieu de l'océan, où il fait moche et venteux, et sur laquelle ils sont seuls pendant des semaines et des semaines. Et bien petit à petit, à force de se supporter sur ce caillou, et sous un temps pourri, ils commencent tous les deux à perdre la boule, à se monter la tête, voire à halluciner, et ça donne chaque soir à boire comme des pochetrons, et à s'embrouiller, ce qui n'arrange rien, vous imaginez bien. Bref, on les suit en gros plongés dans la folie. Et bien sûr, ça risque pas de s'arranger quand le plus vieux met le petit nouveau en garde sur des superstitions. Et que bien évidemment, ce dernier se dit que la mise en garde mystique de son aîné flippant ne vaut pas la peine d'être respectée. Vraiment, il y en a toujours un pour se croire exempt de la seule règle simple qu'il fallait pas enfreindre. Même si t'es pas superstitieux, tu laisses une marge de manœuvre pour le on sait jamais, quoi. Un peu de jugeote. Mais bon, sans ces bons idiots, il n'y aurait pas autant d'histoires divertissantes, n'est-ce pas? En tout cas, si je recommande, c'est vraiment pour l'expérience. C'est un ride, et il y a plein de petites références à des mythes que moi-même j'ai pas capté totalement, mais je me dis ça me fait penser à ça, ouais, mystique. Et du coup, je dois chercher après avoir vu le film. Et là, tout s'éclaire. Une
fois que j'ai la bonne ref. En fait, souvent, quand on comprend pas grand chose à un film, c'est qu'il nous manque une référence, parfois mythologique par exemple, qui peut tout débloquer une fois qu'on l'a. En tout cas, si vous avez envie de voir quelque chose de différent et que vous aimez bien les intrigues qui nous font nous demander est-ce un univers où l'on accepte le surnaturel comme une réalité ou est-ce simplement qu'on a affaire à des gens fous, ça rentre là-dedans. Moi, I love ce genre de choses, car la limite entre notre perception, nos croyances et la réalité est parfois très fine, car tout est vrai si on y croit assez fort, ce qui est en même temps flippant, en même temps pas du tout, et du coup c'est super trippy. Et est-ce que c'est pas ça, le divertissement finalement? Si, c'est ça. Ensuite, toujours dans les films, je recommande Je veux juste en finir de 2020, qui est de Charlie Kaufman avec Jessie Buckley, Jess Plemons et Toni Collette. On y suit un couple composé d'un type et d'une jeune femme qui se rendent chez les parents du gars pour leur présenter la dite concubine. Et donc une bonne partie du film se passe dans ce road trip enneigé et on a affaire à deux personnes assez moroses qui respirent pas franchement le bonheur. On est en partie dans la tête de la jeune femme qui arrête pas de penser la phrase qu'on entend tout le long du film qui est « Je veux juste en finir ». C'est le fil rouge qui revient constamment et c'est pas exactement de quoi est-ce qu'elle parle. La maison des beaux-parents est donc recluse en pleine campagne, d'où le trajet assez ardu pour y parvenir. Et à partir du moment où ils arrivent chez les parents, tout devient un peu tendu et étrange. Par exemple, la jeune femme va remarquer des traces de griffes sur la porte de la cave, entre autres choses un peu dérangeantes. Les parents agissent de façon méga sus, leurs conversations n'ont pas beaucoup de sens et semblent contredire des choses qui ont été dites plus tôt. Un dîner du malaise. Il y a aussi un moment où ils vont s'arrêter pendant leur trajet en voiture à un diner qui semble comme hors du temps. Et en fait, à part vous donner des éléments divers un peu aléatoires, je peux pas vous en dire plus car au premier abord le film est une sorte de succession d'événements étranges et en fait c'est à nous de découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Il y a donc vraiment ce ton très mystérieux, mélancolique, onirique, existentialiste et rien ne va être évident. Il faut mettre un peu de côté ce à quoi on s'attend en lançant le truc. En tout cas, il y a quelque chose derrière tout ça. Et c'est un ride dans lequel il faut plonger à fond, sinon on va rester en dehors et ce sera pas très intéressant. Et enfin, le dernier film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Sorry to Bother You, qui est sorti en 2018 de Boots Riley avec Lakeith Stanfield, Tessa Thompson, Steven Yeun et d'autres. Un casting. Et on y suit Cassius, interprété par Lakeith, qui est un mec qui vit dans un garage et qui a donc besoin d'un travail, finalement. Il finit par décrocher un job de télémarketeur pour une boîte pas super bien réputée dont les employés font en ce moment grève. Grève à laquelle Cassius va participer un peu à ses débuts dans la boîte. En fait, au départ, son job n'est pas très épanouissant puisqu'il consiste à téléphoner à des gens pour leur vendre quelque chose dont ils n'ont pas besoin, enfin vous connaissez le principe. Mais quand il sympathise avec des collègues, ceux derniers vont lui donner un conseil qui va tout changer. Et c'est celui de modifier sa voix et d'utiliser la white voice. L'idée derrière ça, c'est que en pensant que la personne au téléphone est en fait blanche, les clients seront plus à même d'écouter et d'acheter ce qu'il essaye de leur vendre, de le prendre au sérieux quoi. Et ça fonctionne. Cette astuce de la voix, ici la voix, va l'amener to the top. Il commence donc à grimper les échelons et monte littéralement les étages à chaque promotion et petit à petit il a plus besoin de faire grève avec les autres des étages inférieurs puisque il ne fait plus partie des exploités, il devient un vendu, un pur fruit du capitalisme. Quelqu'un qui oublie ce que ça fait d'être en bas de l'échelle. Le film a donc des messages assez clairs à faire passer, vous avez déjà un peu saisi je pense, mais ce qui en fait un film étrange et original, c'est surtout le fait dont c'est mis en scène et monté. Par exemple, quand il est au téléphone avec quelqu'un, son bureau va être transposé dans la pièce avec cette personne, il va se retrouver en face d'elle, enfin c'est très très imagé. Il y a beaucoup de transitions comme ça, en fait tout s'enchaîne un peu comme dans un fever dream, un rêve fiévreux. C'est drôle, je précise, surtout de l'humour noir cependant. C'est très satirique, cynique, tous les synonymes qui caractérisent finalement l'humour noir. Et aussi la bande son. La bande son est trop bien et paradoxalement ou pas, elle est motivante. Très bonne bande son. C'est encore une fois un gros mood. Je passe au livre et je commence par Night Vale, sorti en 2015 de Joseph Fink et Jeffrey Cranor, qui est adapté du podcast du même nom. En fait, Night Vale, c'est le nom d'une ville fictive, saugrenue, dans laquelle prend place cette histoire. Et c'est un univers qui n'est pas le nôtre, où la normalité est ce qui pour nous serait l'absurdité. Par exemple, parfois certains jours de la semaine sont annulés. C'est annoncé à la radio, cette semaine, pas de lundi, on passe direct au mardi. Également, les bibliothécaires sont le plus grand danger de la société et on risque sa vie en allant emprunter un livre. Ou encore, l'un des personnages a 19 ans depuis des décennies et on lui demande parfois quand est-ce que t'envisages de passer à 20 ? Et tout ça, c'est normal.
Et l'intrigue n'est pas du tout « pourquoi c'est bizarre ici ?» Non, ce cadre-là, il faut l'accepter. Mais au milieu de tout ça, il y a une intrigue qui est la suivante. Un mystérieux type qui porte une veste fauve fait un jour son apparition à Night Vale et laisse des étranges morceaux de papier à des gens random sur lesquels est écrit King City. Et ce papier se démarque par le fait que peu importe ce qu'on en fait, qu'on le brûle, qu'on le froisse, qu'on le noie, il se retrouve toujours dans notre main, parfaitement intact. En tant que lecteur, on suit deux personnages. D'abord, on suit Jackie, qui gère une boutique de prêt sur gage et qui reçoit l'un de ces bouts de papier-là. Elle en devient folle, ça l'obnubile, et elle se met donc en quête du mec à la veste fauve pour lui demander c'est quoi son problème. Et on suit également Diane, la mère d'un adolescent métamorphe, dont les transformations vont de la lampe de bureau à l'arachnide. Encore une fois, quelque chose de normal, c'est un adolescent, les adolescents passe par des changements, normal. De son côté, Diane repère le père de son fils, son ex-mari, à Night Vale un jour, ce qui la perturbe car elle a priori pas envie qu'il revienne dans la vie de son fils. Sauf que le fils en question commence à montrer un certain intérêt pour lui, pour son père. Diane panique et va essayer de retrouver son ex-mari et de lui en toucher deux mots finalement, sauf que il semble toujours lui filer entre les doigts à chaque fois qu'elle l'aperçoit au détour d'une rue. Étrange, autant qu'étrange, autant qu'étrange. C'est, je pense, la reco la plus what the fuck de cette liste. C'est totalement invraisemblable. En revanche, c'est plutôt feel good. C'est clairement humoristique et ça met vraiment au défi ce qu'on a intégré comme la normalité. Il y a aussi plein de petits messages dans ce livre et ce qui est super intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, ça a plus l'air si bizarre. Au fil des pages, en tout cas ce fut mon expérience, on s'habitue et on commence à ne plus être surpris par toutes ces loufoqueries. Ça challenge totalement notre réalité, ce qui est quelque chose qui, vous l'aurez compris, me plaît. Bouquin suivant que je vous recommande, c'est Le Pays d'Octobre de Ray Bradbury, sorti en 1955. C'est vieux, mais c'est bien. Il s'agit d'un recueil de 19 nouvelles gothiques, bizarres, déroutantes et dark. Je l'ai lu en automne car je suis une automne girl, mais l'ambiance n'est pas du tout au cinnamon rolls et au latte, je vous le dis tout de suite. On est sur de l'horreur quand même et sur du surnaturel là aussi. Dans ce petit recueil, on va donc avoir affaire à un bocal qui garde quelque chose de creepy, qui fascine tout le village mais que tout le monde interprète différemment. On va avoir un couple qui voyage au Mexique pour visiter une crypte dans laquelle est exposée des momies qui mettent pas à l'aise. On va avoir aussi une histoire dans laquelle on est dans une réunion de famille de vampires et autres créatures de la nuit, mais dont la personne qu'on suit principalement est une personne qui n'a pas de pouvoir et qui a peur du noir. Un petit garçon malade qui fait l'expérience du dehors et de la vie par le biais de l'odeur de son chien quand il rentre le soir, un bébé psychopathe, une vieille dame qui refuse de suivre la faucheuse car elle ne croit pas à la mort, etc. etc. Donc c'est vraiment une grosse variété d'histoires. En fait, j'ai littéralement le bouquin avec moi, donc je vais vous montrer. Il est comme ça, vous voyez. C'est petit et il y a 19 histoires. Donc en fait, il y a une grosse variété d'histoires dans ce livre qui vont du mélancolique à l'horreur en passant par l'humour noir, encore une fois, bien sûr, encore. Certaines sont dans l'émotion, quand d'autres sont dans le dérangeant et d'autres sont une note comique au milieu de tout ça. C'est des nouvelles, encore une fois, donc c'est pas le truc qui doit se lire obligatoirement d'une traite ou dans l'ordre, surtout que l'ambiance change quand même pas mal d'une histoire à l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est difficile de rester de marbre en les lisant. Elles ont toutes quelque chose à dire et des émotions à faire passer. Le tout dans un cadre globalement lugubre. Et c'est sympa parce que ça permet aussi d'avoir des histoires courtes. Si vous n'arrivez pas par exemple à finir un gros bouquin, lire une petite histoire parfois ça peut débloquer. Et enfin ma dernière recommandation, livre et de cette vidéo, c'est Coraline, sorti en 2002, écrit par Neil Gaiman, qui est donc le livre qui a inspiré le film. Et l'histoire, c'est donc celle de Coraline, qui vient d'emménager dans une nouvelle maison avec ses parents, qui est utilisée en soi comme un immeuble, puisqu'il y a plusieurs habitants aux différents étages, et c'est un établissement qui s'appelle le Pink Palace, I think. Si je ne m'abuse, c'est les vacances, ou en tout cas, Coraline n'est pas à l'école, donc elle s'ennuie énormément. Ses parents travaillent tous les deux, toute la journée, donc ils ne passent pas vraiment de temps avec elle. L'ennui est total. Elle passe ses journées à errer sur le domaine, jusqu'à ce qu'elle trouve un jour une porte condamnée dans un recoin de sa maison, qui forcément l'intrigue. Et quand elle parvient à l'ouvrir, elle se retrouve face à un couloir mystérieux qu'elle traverse pour découvrir de l'autre côté un miroir de sa maison et de sa vie, mais au premier abord en mieux, c'est-à-dire un endroit où ses parents typiquement passent du temps avec elle, ne travaillent a priori pas et sont toujours là pour Coraline, peu importe ses besoins. Deux super parents qui lui donnent de l'attention, même s'ils ont des boutons à la place des yeux, mais bon, quel détail finalement. Je vais pas vous spoiler au cas où vous n'êtes pas familier de cette histoire, mais vous vous en doutez
réalité, derrière cette première impression alléchante, se cache en fait quelque chose de plutôt glauque, ce dont Coraline va petit à petit se rendre compte. Et même si elle se met à flipper de devoir revenir dans ce monde de l'angoisse, elle va tout de même prendre son courage à deux mains et y retourner pour mettre fin à ce qu'il s'y passe de peu cool. Dans ses aventures, elle va aussi rencontrer les autres habitants de la maison, qui sont des gens, ma foi, assez farfelus, dont un chat qui parle, bien sûr. Je pense que Coraline a inspiré pas mal de choses depuis et que c'est vraiment un classique. Non pas que je sois quelqu'un qui pense qu'il faut avoir vu ou lu tous les classiques, c'est un peu pète-pète comme approche, mais celui-là, disons que c'est un classique de la vie. Vous en avez besoin pour avancer. Moi, I love Coraline. En plus, sur cette édition, j'adore son look. Regardez, j'ai littéralement eu cette coupe de cheveux il y a 2 ans et je ne regrette rien. En plus, c'est violet. J'adore le violet. Que dire de plus? Si, j'ai à dire de plus. Si jamais ça vous intéresse de lire en anglais, parce que cette édition est en anglais, bien évidemment, elle existe en français, mais celle-ci que je possède est en anglais. Si vous voulez lire en anglais, mais que vous savez pas par quoi commencer, ça c'est une bonne entrée en matière, je pense. Car c'est un livre écrit pour les enfants à la base, les enfants amateurs de frissons, s'entend. Car voilà, ça reste plutôt creepy, c'est une atmosphère particulière. Mais l'écriture est assez simple et c'est relativement court. Puis cette édition-là a des illustrations. Look. Une illustration, you know? Bon, bref, voilà. On adore les illustrations. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il est temps de mettre des illustrations dans tous les bouquins. Voilà donc pour mes recos du bizarre et de l'étrange et du trippy et du what the fuck. J'espère que ça vous a intéressé. Et partagez vous aussi vos recos du bizarre dans les commentaires. Et si vous lisez ou regardez ou avez vu ou avez lu des choses dont j'ai parlé aujourd'hui, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. Si vous avez eu des interprétations, voilà, partageons nos recommandations. Je suis preneuse. Bon, sur ces belles paroles, je vais vous laisser car il est l'heure de promener mon chien. Oui, Davis, il y a des branis. So, that's it for cette vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous dis à fort bientôt. Bye!